Bonsoir à toutes et à tous. Heureuse de vous retrouver cet après-midi pour faire le tour de l'actualité internationale. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Au sommaire de ce journal, au Niger, le gouvernement propose de restituer une partie de l'uranium détenu par la Somalie à la France. Au Kenya, enterrement du général Christopher Joram Muronyo, vétéran de la résistance Mau Mau. Et puis en Égypte, forte hausse des prix des denrées alimentaires à l'approche du Ramadan. Mesdames et messieurs, rebonsoir. Démarrons par le Niger où le gouvernement a proposé de restituer à la France une partie de l'uranium détenu par la société Somaï. Cette décision a été annoncée cette semaine par le général Abdourahmane Tiani, alors que le pays rencontre des difficultés pour exporter sa production depuis la rupture avec Paris. Le geste est qualifié de limité mais politiquement stratégique et concerne les relations bilatérales entre Niamey et Paris, ainsi que le commerce de l'uranium en Afrique de l'Ouest. Suivons ensemble. Le Niger a investi, la France a ses 63,4% de 156,231 tonnes. S'ils veulent demain qu'on leur envoie ça, nous payons nous-mêmes le transport pour leur envoyer ça, parce qu'ils étaient là au moment où ça a été produit. Mais tout ce qui a été produit par la suite est nigérien et restera nigérien, Inch'Allah. Voilà, en clair, il propose donc de rendre 63% de un peu plus de 150 tonnes, donc 95 tonnes. Pour comprendre pourquoi il dit ça, il faut revenir un peu en arrière. À la fin des années 60, début des années 70, la France investit massivement au Niger via son groupe nucléaire Areva, qui aujourd'hui s'appelle Orano, un groupe contrôlé à 90% par l'État français. La filiale d'Orano, la société des mines de l'Aïr, la Somaïr, exploite un site dans la ville d'Arlit, ou une ville qui est créée pour l'occasion, qui devient une véritable ville minière en plein désert à partir de 1971. Orano détient un peu plus de 63% du capital de cette filiale et l'État nigérien, via la Sopanim, environ 36%, d'où le chiffre qu'a donné le général de 63%. Cet uranium, il est stratégique pour la France parce que le Niger fait partie à ce moment-là de ses 4 principaux fournisseurs avec le Kazakhstan, l'Ouzbékistan et la Namibie pour de l'uranium. Or, quand on possède l'un des plus grands parcs nucléaires du monde, eh bien, on a besoin de combustible. Le tout bascule avec le coup d'État de 2023. La junte renverse le président Mohamed Bazoum et prend le pouvoir. Les relations avec Paris, eh bien, se dégradent brutalement. Et la production d'uranium, elle est d'abord stoppée par Orano. Puis en juin dernier, le nouveau gouvernement militaire nigérien décide de nationaliser la Somaïr. La France, elle proteste. 2 actions en justice sont lancées. D'abord devant le Centre international pour le règlement des différends relatif aux investissements, le CIRDI, qui, dans une première décision en septembre dernier, demande au Niger de ne pas vendre l'uranium produit en attendant le règlement des différends.
Et puis en décembre, devant la justice française, avec une plainte pour vol en bande organisée au profit d'une puissance étrangère, Orano évoque alors un stock total de 1500 tonnes d'uranium contesté. En réponse, Niamey annonce vouloir poursuivre Orano pour des décennies de préjudices environnementaux. On voit donc que le bras de fer, il est total. Mais le Niger donc semble avoir du mal, et c'est l'un des problèmes, à exporter l'uranium qu'il a nationalisé. En témoigne c'est la cargaison d'uranium qui est entreposée à l'aéroport international de Niamey depuis un peu plus de 2 mois maintenant, plus de 1000 tonnes. C'est quelque chose de rare et surtout dangereux. La preuve, il y a eu cette attaque autour de l'aéroport il y a quelques semaines. On en voit ici les images. Initialement destinée à la Russie, puisque le Niger a besoin de trouver des nouveaux clients et la Russie en est un client donc appelé à remplacer la France. Sauf que si on regarde une carte du Niger, on voit que le Niger n'a pas d'accès direct à la mer, donc c'est difficile d'exporter des stocks d'uranium sans un partenariat avec les pays limitrophes. Mais au moment du coup d'État, eh bien, le Niger se brouille avec ses voisins, le Bénin, le Togo. Aujourd'hui, c'est difficile pour le pays d'exporter, même si depuis une semaine environ, les marchandises agricoles passent de nouveau entre le Bénin et le Niger. La frontière reste quand même encore assez fermée pour l'uranium, et les routes alternatives, eh bien, elles sont dangereuses, traversées par des groupes djihadistes. Et donc le Niger a besoin de trouver des voies de sortie. Oui, il est aujourd'hui isolé, l'économie souffre, les recettes manquent, et donc en proposant à la France de récupérer 95 tonnes, Tiani envoie un message, il dit en substance: reprenez ce qui vous appartient et trouvons un arrangement, même si 95 tonnes, ça représente quand même une fraction de ce qui est contesté, c'est à peine 10%, car le vrai enjeu pour Niamey aujourd'hui, c'est de rouvrir les routes d'exportation. Ça dépasse complètement l'uranium. Le gouvernement tente aussi de renégocier un certain nombre de contrats pour d'autres ressources, le pétrole par exemple, avec ses partenaires chinois. Autrement dit, la junte veut reprendre le contrôle de ses ressources, mais pour transformer cette richesse en revenus, eh bien, elle a besoin de partenaires et surtout de corridors. Au Tchad, un ressortissant français âgé de 70 ans est décédé récemment malgré une opération de secours mobilisant drones, jeeps et l'armée tchadienne. Les autorités tchadiennes ont ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes du décès. L'incident a eu lieu dans le pays et a impliqué l'intervention des forces de sécurité locales afin de tenter de sauver la victime. Plus de détails dans cet élément. Paul Ferrery, c'est le nom de ce retraité français de 70 ans, mort dans la zone de Guelta de Bachekele, près d'Amdjaras au Tchad. Disparu mercredi, son corps a été retrouvé vendredi déshydraté et inanimé dans un secteur montagneux. Les autorités locales indiquent qu'il avait quitté son campement sans guide et sans autorisation. C'est un accident tragique, mais je vais être tout à fait honnête avec vous, je crois que le Tchad n'a pas grand-chose à voir dans cette histoire. C'est-à-dire que c'est un accident qui aurait pu arriver à n'importe qui, n'importe quand, et probablement de n'importe quel âge, dès lors qu'on randonne, dès lors qu'on se met à escalader des pentes et des pierriers. Je fais beaucoup de randonnées, je sais ce que c'est. C'est potentiellement dangereux. Et il faisait partie de ce groupe d'une 50aine de personnes venues au Festival international des cultures sahariennes d'Amdjaras. Le peu d'informations que j'ai, c'est que Paul a fait sensiblement sans doute la même balade, enfin pas en même temps et pas exactement au même endroit, jusqu'à ce qu'il se sépare du compagnon avec lequel il était parti marcher. Ce Français était arrivé au Tchad dans le cadre d'un séjour organisé par l'agence de voyage française Point Afrique et l'association culturelle française La Saharienne. Une enquête est en cours pour comprendre les circonstances de cet accident alors que le festival qui célèbre les traditions du Sahel se poursuit à Amdjaras, près de la frontière soudanaise. Au Kenya, le général Christopher Njora Moronyo, figure importante de la résistance Mau-Mau contre la colonisation britannique, a été enterré samedi dernier. La cérémonie s'est déroulée en présence de proches et d'officiels pour honorer sa mémoire et reconnaître son rôle dans l'histoire de l'indépendance kenyane.
Reportage à suivre. Les funérailles du général Christopher Ndjora Muronyo, dernier leader du mouvement Mau Mau, se sont déroulées samedi lors d'une modeste cérémonie près des montagnes à Berdar, au centre-ouest du Kenya. Aucun représentant du gouvernement n'était présent, sa famille contrainte de financer les obsèques grâce à des dons. Mon père était une figure nationale, un héros dont l'histoire devrait se souvenir. Pourtant, il a été enterré sans la reconnaissance qu'il méritait. Seule sa famille lui a offert des funérailles dignes de son engagement en tant que héros national. Non, il n'a pas eu les honneurs qu'il aurait dû recevoir. Proche de Dedan Kimati, leader emblématique des Mau Mau, exécuté par les Britanniques en 1957, Muronyo incarne le sort tragique de nombreux résistants. En 1952, nous étions à ses côtés quand nous avons rejoint la brousse. Nous avons livré une lutte impitoyable. Et tant de nos frères sont tombés grâce à Dieu, j'ai survécu. Aujourd'hui, je suis venu enterrer mon ami. Comme beaucoup de combattants Mau Mau, Muronyo a terminé sa vie dans la misère, sans reconnaissance officielle ni restitution des terres pour lesquelles il s'était battu. Leur sacrifice reste largement ignoré par l'État kényan. J'appelle le gouvernement kényan, ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, à ne pas oublier les Mau Mau. Ils ont presque tous disparu. Ceux qui ont conquis la liberté dont nous jouissons aujourd'hui ne doivent pas être effacés de notre mémoire. La répression coloniale a fait entre 10 000 et 90 000 morts parmi les Kenyans selon les estimations. En Égypte, à l'approche du Ramadan, les prix des produits alimentaires de première nécessité ont fortement augmenté cette année. Selon les commerçants et consommateurs interrogés, le sucre, l'huile et le riz sont les produits les plus touchés. Cette hausse concerne les marchés égyptiens par rapport à l'année précédente et a été constatée dans les principales villes du pays. Suivons ensemble. En Égypte, alors que le mois sacré du Ramadan approche, sur le marché, les prix de produits montent en flèche. La tendance inflationniste inquiète et serait provoquée par le retard dans le dédouanement des marchandises en raison des mouvements sociaux qui ont récemment perturbé le fonctionnement des ports. Les consommateurs sont aux abonnés absents, victimes d'un pouvoir d'achat qui s'effrite sans cesse. Les prix sont vraiment élevés et augmentent chaque année par rapport à l'année précédente. Donc la demande est faible. Par exemple, une lanterne que nous achetions l'année dernière entre 50 et 60 livres coûte désormais entre 150 et 200 livres, soit le double. Les ventes sont moins bonnes que les années précédentes et les prix sont assez élevés, en particulier pour les produits importés. Nous avons donc introduit 3 catégories différentes pour chaque article, cher, moyen et bon marché. Les prix des dattes, par exemple, auraient augmenté en l'espace d'une semaine. Pourtant, l'inflation dans le pays a observé un léger ralentissement en janvier dernier à 10,1% contre 10,3% en décembre. Certaines personnes exigent que les prix des dattes soient inférieurs à ce qu'ils sont actuellement, mais c'est impossible. Les prix varient entre 20 et 35 livres égyptiennes. Le transport des dattes depuis Aswan coûte au moins 10 000 livres égyptiennes. Les autorités égyptiennes avaient pourtant promis que les prix des produits de base comme les dattes seraient sous contrôle à l'approche du Ramadan. Face à la flambée des prix, le gouvernement égyptien a annoncé dimanche une mesure sociale en faveur des couches les plus vulnérables du pays. L'Union africaine a officiellement reconnu la colonisation comme un crime contre l'humanité. Cette décision a été annoncée par le président de la Commission de l'Union africaine lors d'une conférence officielle. Elle concerne tous les États membres de l'UA et marque une étape importante dans la reconnaissance de la mémoire historique du continent. Suivons plutôt.
L'Union africaine a reconnu dimanche la colonisation comme crime contre l'humanité. C'était à la clôture du 39e sommet des chefs d'État de l'organisation à Addis Abeba en Éthiopie. Cette reconnaissance est l'aboutissement des initiatives menées sur le continent dans ce sens, dont la conférence internationale sur les crimes du colonialisme en Afrique organisée à Alger l'année dernière. La conférence reconnaît la colonisation comme un crime contre l'humanité. C'est très important. Et la conférence exprime sa solidarité avec la Palestine et le peuple palestinien. Le président ghanéen a annoncé dans la foulée que son pays déposerait une résolution en mars prochain à l'Assemblée générale des Nations unies afin d'obtenir la désignation de la traite des esclaves africains comme le plus grave crime contre l'humanité. Dans un autre registre en France, le service Vigicru a maintenu la vigilance rouge en Gironde et dans le Lot-et-Garonne. Les sols saturés par les précipitations récentes autour de nombreux cours d'eau font craindre de nouvelles crues. Les autorités locales suivent de près l'évolution de la situation afin de prévenir tout risque pour la population. Reportage à suivre. La Gironde et le Lot-et-Garonne sont toujours en vigilance rouge ce lundi, après un week-end de précipitations record dans le sud-ouest de la France. 21 autres départements sont également maintenus en vigilance orange et une alerte a été émise pour un risque accru d'avalanche dans les Pyrénées. Si le pic d'inondation a été atteint ce week-end, la situation reste très préoccupante. Selon le service Vigicru, les niveaux des cours d'eau sont très hauts et les sols environnants complètement saturés dans les départements les plus touchés. Les précipitations ne s'infiltrent ainsi plus dans le sol et se déversent directement dans les cours d'eau. L'Espagne n'a pas non plus été épargnée après l'arrivée de la tempête Oriana ce week-end. Les pluies torrentielles et les vents violents ont fortement perturbé les services ferroviaires et les transports publics. La province de Castellón, l'une des plus touchées, a été placée en alerte rouge ce week-end. Les tempêtes ont jusqu'à présent causé 3 décès en France et en Espagne. Et des dizaines de personnes ont été blessées dans des accidents liés aux conditions météorologiques. Par ailleurs, la Chine a annoncé cette semaine la suppression des droits de douane sur certains produits importés depuis les pays africains. Cette mesure a été publiée par le gouvernement chinois et concerne les échanges commerciaux avec l'ensemble du continent africain. Selon Pékin, cette décision vise à faciliter le commerce et à renforcer les relations économiques avec l'Afrique. Reportage à suivre. La Chine franchit une nouvelle étape dans sa relation avec l'Afrique. À partir du 1er mai, Pékin supprimera les droits de douane pour 53 pays. Une mesure annoncée par le président Xi Jinping lors du sommet de l'Union africaine en Éthiopie. Seule exception, l'Eswatini qui reconnaît Taïwan. La Chine est déjà le premier partenaire commercial de l'Afrique. Depuis des années, elle applique des droits de douane nuls pour 33 pays africains. Désormais, cette initiative s'étendra à presque tous les pays du continent. Grâce à son initiative Belt and Road, la Chine finance des projets colossaux en Afrique, une stratégie qui contraste avec le repli des États-Unis après les tarifs douaniers imposés par Donald Trump. Depuis 2018, les droits de douane américains ont poussé de nombreux pays africains à se tourner vers d'autres partenaires. La Chine en profite pour renforcer son influence. Et une dernière actualité pour boucler ce journal. En Hongrie, le candidat Péter Magyar a pris la parole cette semaine pour défendre la protection de la vie privée. Il a affirmé que le gouvernement Orbán aurait utilisé une vidéo compromettante pour le faire chanter. Cette déclaration a été faite lors d'un discours de campagne et intervient avant les prochaines élections dans le pays. Plus de détails dans cet élément. La campagne pour les élections législatives en Hongrie a pris un tour particulièrement explosif depuis que Péter Magyar, principale figure de l'opposition, a annoncé mercredi faire l'objet d'une tentative de chantage à la sextape qu'il impute à Viktor Orbán. Lors d'un meeting ce dimanche à Budapest, le candidat de centre-droit a vivement critiqué le chef du gouvernement et a promis une meilleure protection de la vie privée en cas d'accession au pouvoir. Ha Orbán Viktor maradna, akkor marad az örökös veszélyhelyzet, az átláthatatlanság, a kiszámíthatatlan döntéshozatal, az éjszaka kihirdetett kormányrendeletek,
az Európai Unióból való kisodródás, a káosz, amelyben egyetlen, korlátlan hatalmába beleőrült ember akarata ural mindent. Peter Magyar a martelé que son gouvernement s'efforcerait d'adopter des mesures anticorruption strictes et veillerait à garantir l'indépendance de la justice ainsi que la liberté de la presse et des établissements d'enseignement supérieur. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de votre attention. Belle suite de programme à vous.